Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. La DMP dénonce les sénatoriales et annonce son boycott. La dynamique pour la majorité du peuple, coordonnée par Mme Brigitte Adiamagbo, a fait une sortie dans laquelle elle dénonce les prochaines élections sénatoriales. Le gouvernement a annoncé la tenue de ces élections sénatoriales pour le 2 février 2025. L'appel est déjà lancé aux partis pour se préparer à présenter leurs candidats, mais la DMP a annoncé qu'elle ne participera pas à cette élection et les raisons, c'est que dans le contexte de coup d'État constitutionnel qui est en cours, le régime veut organiser ces élections pour mettre en place les institutions de la Ve République. Et nous ne pouvons en aucun cas nous associer à ce projet qui serait une trahison de plus pour les Togolais qui tiennent à élire même au suffrage universel direct le président de la République. Voilà une déclaration donc de la DMP à analyser avec nos invités. La DMP ne veut pas tout simplement participer à ces élections sénatoriales parce qu'elle constitue une manière de parachever le processus de décentralisation et surtout de passage à la Ve République. Et donc, comme la DMP ne veut pas s'associer à ce projet de Ve République, elle ne veut pas participer aux prochaines élections sénatoriales. Elle a évoqué d'autres raisons, des raisons économiques, des raisons concernant la CENI, plusieurs autres raisons qu'on abordera si bien évidemment on a le temps, mais on va parler essentiellement de cette raison principale, pas de Ve République, du moins s'ils n'acceptent pas la Ve République, donc ils ne vont pas aller à ces élections sénatoriales. Madame Brigitte Adiamagbo, oui c'est bon, c'est la DMP, bon vous savez, moi j'ai suivi l'opposition plusieurs années et résolument je me dis que à chaque fois, à leur sortie, il y a tellement des incohérences. Lorsque vous prenez le communiqué de la DMP, je ne crois pas que la DMP peut critiquer encore l'effectivité de la Ve République. Pourquoi? En siégeant. J'aurais souhaité que ce communiqué vienne plutôt de l'ANC, ce serait plus compréhensible selon vous. Vous savez, comment tu sièges, hein, tu sièges au Parlement, hein, et vous faites les travaux, d'ailleurs même, vous faites les travaux là-bas pour mettre en application tout ce qui est de la Ve République. Vous siégez, et aujourd'hui vous êtes encore contre cette Ve République. Il ne faut pas, le peuple togolais n'est pas dupe. Feu Adema avait dit que le peuple n'est pas dupe. On ne peut pas mentir, hein, on ne peut pas tromper le peuple deux fois. Aujourd'hui, vous trompez le peuple, demain, vous aurez des revers. Le communiqué de la DMP est blindé d'incohérences. Mais quelles sont ces incohérences selon vous? Ils disent qu'ils ne participent pas à la Ve République, donc ils ne vont... Oui, je lui rappelle juste le point clé pour qu'il puisse nous montrer les incohérences dans ce point clé. Quelles sont les incohérences? Le communiqué de la DME a montré une logique à géométrie variable. Hein. Allez-y, montrez-nous les... La DMP prétend que les élections sénatoriales constituent un coup d'État constitutionnel. C'est ça. Bon, constitue le parachèvement ou bien la suite du coup d'État constitutionnel. En réalité, que ce soit la suite ou bien parachèvement, etc., en réalité, le mot coup d'État constitutionnel est sorti de ce communiqué. Oui, ils le disent par rapport au changement de la Constitution. Par rapport au changement de la Constitution. Nous sommes, la DMP, c'est sous la Constitution là, quand la Constitution a été promulguée, mais nous sommes allés aux élections. La DMP a présenté Je rappelle qu'on a fait les élections le 29 avril. Oui. La Constitution a été promulguée le 6 mai. Il n'y a pas de souci. La DMP aurait refusé, après la promulgation, de ne pas siéger comme les autres. Vous savez, il y a une logique dans la chose. L'élection a été faite en février, je crois. En avril. Le 29 avril. Et une semaine ou bien 2 semaines plus tard, la Constitution a été promulguée. Une semaine plus tard. Mais ceux qui sont de l'opposition et ils ne veulent pas s'y mettre, n'ont pas siégé. Je voudrais parler de l'ANC, de FDR et de Jean-Pierre Fabre. Quoique les gens disent des choses, mais
cette position, cette sortie d'Adjamagbo donne plutôt raison comment l'appelle-t-on, à M. Apevon et à M. Et donc, vous aurez plutôt vu une logique, si c'était Apevon et Jean-Pierre Fabre qui ont sorti ce communiqué, ce serait logique plutôt. Il n'y a pas de souci parce que ils sont dans cette logique depuis qu'ils ne vont pas coopérer pour cette 5e République. Et nous avons décrit ça ici. Aujourd'hui, la DMP que représente Madame Brigitte Adjamagbo, qui siège sous l'égide de 5e République, ne peut pas aller encore contre ceci. Ça, je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas de quoi il parle. Si Madame Adjamagbo, dans le communiqué de DMP, parle de la CENI, parle de la CENI, corrompu ou bien CENI, les résultats... Que la CENI devait prendre en compte les résultats des dernières législatives, puisque ils sont maintenant à l'Assemblée. Il faudrait quand même qu'ils aient des représentants à la CENI et que ceux qui ne sont pas à l'Assemblée, qu'on revoie l'opposition parlementaire et l'opposition extra-parlementaire, qu'on réorganise la CENI. Je ne veux même pas aller là. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Je ne veux même pas aller là. Dans le communiqué de la DMP, ils ont parlé de 2 mots concernant la CENI. Ils ont dit que la CENI non seulement est illégale, mais illégitime. Cette CENI. Cette CENI. Oui. Mais je me dis que c'est une CENI illégale et illégitime qui a pu compter les voix et a donné un résultat disant à Madame Brigitte Adjamagbo, mais qu'il a gagné des élections dans une circonscription et pour lequel il siège. Alors, aujourd'hui, si la CENI était illégale et illégitime, Madame Adjamagbo devrait démissionner parce que c'était une CENI corrompue. Je ne pense pas qu'elle le dit par rapport à la CENI qui a proclamé les résultats des législatives. Parce que j'aime beaucoup qu'on respecte la chronologie des faits. Cette CENI a proclamé les élections législatives. Et quand vous suivez le communiqué parle maintenant de la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'elle est d'accord, ou du moins est-ce que la DMP est d'accord pour la CENI jusqu'à la proclamation des résultats des dernières législatives et régionales. Et après, maintenant, pour la prochaine élection, comme la réalité, pour les prochaines élections sénatoriales, comme les réalités, la configuration de l'Assemblée a changé, il faut qu'on en tienne compte dans la composition de la CENI. Puisque la configuration... Ce qui n'a pas été fait. Et donc, c'est ce qu'elle dénonce. Donc, ce n'est pas par rapport à la configuration qu'il y avait de la CENI avant les législatives, mais elle parle d'une nouvelle configuration qui devait avoir lieu pour la CENI après ces législatives, puisque les réalités ont changé à l'Assemblée. Les réalités ont changé. Je ne fais qu'expliquer le communiqué. Non, il n'y a pas de souci. Le communiqué. Bon, selon vous. C'est pas selon moi, c'est ce que dit le communiqué. C'est ce que dit le communiqué. Bien sûr. Très bien. Mais en dehors de cela, disons-nous la vérité sur ce plateau. La DMP gagnerait quoi aux élections sénatoriales? En réalité, le marabout de la DMP a dit la vérité à Brigitte Adjamagbo. C'est-à-dire, ils ont vu... que vient chercher un marabout dans cette affaire? Je dis que... le clairvoyant. Que ce soit un clairvoyant. On y va. Le clairvoyant de la DMP a bien vu. Le clairvoyant de la DMP a bien vu. Ça... Non, laissez-moi, je vais dérouler ce que je voudrais, sans pouvoir prendre en compte des choses. J'aime qu'on parle des gens avec beaucoup de respect. Oui, c'est de ça que je parle. Je dis, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Ça veut dire que tous les partis politiques, que ce soit de l'opposition, font de calculs. Aujourd'hui, les grands électeurs qui vont voter pour les sénateurs, combien l'opposition en tout, en tout, quand ils sont émiettés comme ça, combien ils ont? Mais quand vous voyez ça, les 61, je crois les 61 sénateurs qu'on va, 41 qu'on va élire et nommé par le président de la République, dont certains politiques ou bien certaines personnes. Le Conseil des ministres. Le président du Conseil des ministres. Le président de la République va le nommer et puis on va le nommer pour la première fois. Oui. C'est après. Deuxième. Maintenant, revenons à votre développement. Maintenant, je dis, Madame Brigitte Adjamagbo, en circonscrivant tout par rapport aux grands électeurs qui vont voter, a vu que l'opposition, quoique émiettée, même si on mettait tout ce que c'est-à-dire l'opposition a, ça ne va pas leur permettre d'avoir au moins 3 sénateurs. Pourquoi? Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle il y a des personnes, je parle des personnes, pas partis politiques, des personnes qui ont commencé par proposer quelque chose au chef de l'État.
Ils savent que les 20 que le chef de l'État doit nommer, les gens savent que s'ils veulent aller aux élections, UNIR prendrait tout. C'est pourquoi M. Tchassona a commencé par faire un plaidoyer au président de la République que parmi les 20, il faut que, d'ailleurs, lui aurait dit que les 20 soient nommés dans l'opposition. Et que les autres ont continué par dire que il faut que le chef de l'État ait, comment l'appelle-t-on, un air, comment l'appelle-t-on, compatissant envers l'opposition en nommant au moins 5, 10, Alors, etc. Et l'opposition en proposant ça, a fait son calcul par rapport à la petite minorité de blocage au vote. Vous savez, si vous n'êtes pas prêt, ne venez pas vers le peuple pour de n'importe quoi. Alors, vous savez, nous sommes en politique. Pour vous, c'est un signe que la DMP n'est pas prête pour aller à ces élections. La DMP même sait qu'elle n'est pas prête. Ce n'est pas moi qui le dis. Ok. Moi, mon autre question avant de vous retirer la parole, c'est que quand on n'est pas prêt, comme vous le dites, et qu'on ne veut pas aller aux élections, est-ce une occasion pour accepter que quand on estime que certaines règles qui devaient être respectées avant qu'on aille sur le terrain ne sont pas respectées, qu'on dise, bon, comme nous on n'est pas prêts de toutes les façons, on les laisse faire? Parce que si les arguments avancés dans le communiqué, je pense que ces arguments renvoient à des dispositions déjà préétablies du code électoral. Et donc c'est ces arguments qui sont évoqués. Puisqu'on parlait du cas de la CENI, parlant du cas de la CENI, est-ce parce qu'on n'est pas prêt qu'il faut fermer les yeux dessus? Non, en réalité, la DMP, heureusement que la DMP n'a pas parlé au nom de toute l'opposition. Bien sûr. Jusqu'à présent, c'est la DMP qui croit dénoncer, c'est-à-dire que la parité qu'il doit avoir dans, comme l'appelle-t-on, la CENI, pour gérer cette élection, comme l'appelle-t-on. Puisqu'elle a maintenant un siège à la CENI, elle doit chercher sa part, c'est tout à fait normal. Si vous voulez chercher votre part, posez le problème. Posez le problème. Est-ce qu'il y a une autre manière de poser le problème? Est-ce qu'on a bloqué, est-ce que le parti au pouvoir a bloqué le dialogue? Posez le problème. Mais il ne faut pas. Vous auriez aimé que la DMP ne fasse pas cela à travers un communiqué, mais plutôt à travers un dialogue? C'est ce qui manque à notre opposition. Vous savez, ils croient que tout ce qu'ils sortent par rapport au communiqué, c'est ça qui égale les gens. Vous comprenez? Ça dit que notre opposition n'a pas le sens, bon, entre guillemets, n'a pas le sens de dialogue. Si vous voyez que vous allez à une, comme l'appelle-t-on, à une élection où déjà la base est faussée, posez le sujet et on va voir. Je crois que le parti au pouvoir n'a pas quand même bloqué comme l'appelle-t-on, le chemin pour d'éventuels dialogues avant qu'on y aille. Mais quand vous-même vous vous sentez déjà vaincu, mais je prends ce communiqué comme quelqu'un qui s'est senti déjà vaincu. Parce que au finish, on dira quoi? Parce que la CENI n'a pas été paritaire, que les élections ont été fraudées, etc. Heureusement que la DMP ne parle pas au nom de toute la classe politique de l'opposition. Ça n'engage, ce communiqué n'engage que la DMP et on va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup. Par rapport à la configuration de ce que nous voyons, il ne faut pas qu'on soit surpris que l'UNIR racle encore tout. Merci beaucoup à vous, bon enfant. Oui, j'ai trop duré d'ailleurs avec vous. Eric était devenu spectateur. Eric, la DMP... Bien, je pense que je vais peut-être rebondir tout à l'heure sur ce qu'il vient de dire. Évidemment, il faut expliquer aux concitoyens le contexte par rapport au corps électoral de ce scrutin sénatorial. Il faut leur dire que ce sont les conseillers municipaux et régionaux qui constituent le corps électoral. Ils sont, je crois, 1500 et quelques qui vont voter pour ce scrutin. Et donc, aujourd'hui, il y a encore possibilité pour l'opposition d'arracher des places au Sénat, puisqu'il y a des conseillers municipaux qui sont de l'opposition. En fait, sur les 1700 et quelques, le parti UNIR à 1000 et quelques 600 pour l'opposition et la société civile. Donc, c'est pourquoi j'ai dit disons qu'ils ont le tiers. L'opposition, là, ils ont le tiers quand même. Ils ont la possibilité d'avoir des sénateurs. Oui, on n'en disconvient pas. Oui, mais 3. Je ne pense pas que ce soit par crainte de perdre
ce scrutin-là que la DMP décide de ne pas participer à ce scrutin. Moi, je dis que c'est ça. La DMP a avancé d'autres arguments qu'on peut discuter. La DMP a une logique. La logique est de ne pas participer à tout ce qui va concourir à l'installation de la Ve République. C'est ça la logique de la DMP. Ce n'est pas possible. Si, mais c'est ce que la DMP dit. Exactement. Et donc la DMP dit qu'elle ne peut pas participer à cette élection sénatoriale qui ne la concerne pas. Ça, c'est une logique. De l'autre côté, la DMP dit nous sommes dans une crise économique. Ça, on peut discuter. Que à cause de cela, que le rôle de sénateur, d'ailleurs, ne serait pas important. Qui ne sert à rien de mettre en place un Sénat qui, de surcroît, est budgétivore selon elle. Et l'Assemblée. Et je pense qu'il faudrait que nos compatriotes comprennent quelque chose de très important. Quand vous prenez l'ordonnance signée par le chef de l'État le 5 novembre dernier, qui stipule le nombre de sénateurs, les conditions d'éligibilité, d'inéligibilité et autres, vous lisez quand même que pour être candidat à ces élections sénatoriales, il faut savoir lire, écrire et parler la langue officielle nationale. Quand on parle de langue nationale, c'est la langue officielle. Ça veut dire que cette haute la langue nationale chambre, non, la langue officielle, cette chambre, la haute chambre du Parlement, ça veut dire que là-bas, il y aura beaucoup de choses. C'est-à-dire que peut-être au niveau de la chambre basse, il peut y avoir des lois qui sont votées, mais avec certaines difficultés qu'on peut corriger à la haute chambre. C'est là où je dis que cette élection sénatoriale, à mon avis, elle est très importante. Si la Constitution de 92 a demandé qu'il y ait un Sénat, ça n'a jamais été fait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on parlera de ce facteur budgétivore du Sénat. Je crois que si on avait respecté cette Constitution depuis 92, on aurait un Sénat depuis. Et aujourd'hui, on dit on veut un régime parlementaire et on veut instaurer le Sénat. Je ne pense pas que ce soit forcément cet argument-là qui soit véritablement valable. Par contre, je continue par croire que les discussions au niveau, parce qu'aujourd'hui, vous voyez la configuration de l'Assemblée nationale, sur 113 députés, 108 appartiennent à UNIR et 5 à l'opposition. 3 sièges. Si au niveau du Sénat, on peut avoir une autre configuration, je pense que le débat sera très ouvert. Parce que après les travaux à la chambre basse, les lois passeront par la chambre haute pour devenir finalement les lois de la République. Et donc, il y a encore cette possibilité-là. C'est pour ça, personnellement, je pense que parler du boycott me semble pas quand même très bien si nous voulons véritablement qu'il y ait des débats sur les lois que le Parlement togolais va voter prochainement. De plus, vous savez, aujourd'hui, avec cette nouvelle configuration, j'ai toujours demandé ici, si on a une telle Assemblée nationale avec un taux de pratiquement 98% pour unir, les projets de loi qui vont y passer, est-ce qu'il y aura véritablement un débat de fond?
Maintenant, si nous arrivons à aller à ces élections sénatoriales et qu'il y a au moins la minorité de blocage au niveau du Sénat, est-ce que le débat ne serait pas beaucoup plus démocratique? Voilà ce que moi je pense par rapport à cette décision de boycott de la DMP. Moi, tout ce il vient de dire tout à l'heure, moi j'adhère à cela. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a certaines personnes, vous savez, dans l'opposition émiettée, je vous dis qu'ils peuvent avoir 600 quelque chose grands électeurs. Mais je vous dis que nous sommes sur un terrain politiquement glissant au Togo. Je dis que tout à l'heure, je ne voudrais pas dire que je ne compte pas sur les partis d'opposition. On peut avoir l'opposition, on peut avoir le mot opposition, mais on peut ne pas avoir d'opposant. Et je vous dis que les choses peuvent basculer autrement. En politique, mais tant qu'on ne l'a pas fait, on ne pourra pas le certifier. Je dis que nous sommes dans la projection parce qu'on n'a pas encore fait l'élection. Nous sommes en train de décrypter ce qui peut arriver. Nous sommes sur le terrain politique. Et je dis que, tel que moi je connais certains opposants, mais ils peuvent basculer. Ils peuvent basculer tout à l'heure. Parce que, quel que soit le cas, ils connaissent leur sort. C'est vice-versa, non? Ton problème de vice-versa là est difficile. Ton problème de vice-versa là est difficile. Je ne vois pas, bon, disons-nous les choses, je ne vois pas un électeur, un grand électeur de l'UNIR qui va vouloir, dans le contexte dans lequel nous sommes tout à l'heure, aller faire erreur pour déposer son bulletin pour quelqu'un de l'opposition. Je ne suis pas sûr. Vous et moi, vous voyez un grand électeur de l'opposition faire ça. Je vous dis que vous et moi, c'est ça que j'allais dire. Vous et moi savons bien comment les choses se passent ici. C'est pourquoi je suis en train de prédire. Cet aspect, si ok, voilà, je le maîtrise. C'est pourquoi je suis en train de faire une projection selon mes analyses en disant que nonobstant ce que M. Tchassona a dit comme sous forme de plaidoyer au président de la... Si nous laissons ça de côté, je vous dis que pratiquement, il serait difficile à l'opposition. Vous m'appellerez encore sur ce plateau lorsqu'on va proclamer les résultats. Bien et sûr. Vous allez dire que ma prophétie a été une bonne Donc c'est une prophétie. Vous donnez combien de sénateurs à l'opposition? En réalité... Vous donnez combien de sénateurs à l'opposition? Au plus, si moi je veux leur donner, en réalité ça doit être 3. 3. 3. Ça veut sur dire les 61 ou sur les 41? Mais si le président de la République écoute, sur les 61. Sur les 61. Non, ça veut dire qu'en plus de en réalité, sur les 41. Au vote, c'est 41, non? Oui, bien sûr. Maintenant, en dehors des 3 que moi je prophétise aujourd'hui, en dehors des 3, si le président de la République, quand on exclut les erreurs politiques, en voulant, parce qu'il a la possibilité de nommer 20, mis à part les erreurs politiques, il veut donner les 10 des plaidoyers des autres ou bien les 20, ça fait son problème. En réalité, je crois que le président de la République ne peut pas faire son aventure sur ce terrain parce que nous sommes sur un terrain politique. Vous ne pouvez pas donner l'arme qu'on peut vous tuer à votre ennemi quand vous savez que à un nombre donné... Ils sont des adversaires politiques. Oui, non, c'est une manière de parler. Si vous savez que à un nombre donné, ça peut constituer un petit blocage, mais je ne crois pas que le président de la République peut faire cette erreur-là. Heureusement que les institutions de la 5e République, c'est la première fois. On s'est compris. On va couper la parole et faire notre dernier tour de table, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Eric, rapidement. C'est toi qui dis que nous sommes sur un terrain politique. Ouais. Tout est négociable. Mais je ne crois pas que cette première fois, rien ne peut être négocié. Et pour moi, je pense que ce qui est bien séant, politiquement parlant, c'est toujours le dialogue. Il faut que il y ait des dialogues même de couloir. Ce que nous, en tant que citoyens, nous ne pourrons pas maîtriser. Et il y a des gens qui donnent des élans, comme tu parlais de Tchassona, qui a demandé que le chef de l'État prenne également un certain nombre dans l'opposition pour envoyer au Sénat. Oui, ça c'est des trucs qui se négocient. Et maintenant, dans les négociations,
il faut essayer de convaincre l'autre pour que tout se passe bien. Merci beaucoup à vous tous. On va rapidement faire notre dernier tour d'étape pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix, mais très rapidement, bon enfant. Moi, je donne un carton vert à notre ministre des Affaires étrangères qui, lors de sa visite, je crois, au Cuba, a pu dire quelque chose qui fait la buzz maintenant, mais qui est une vérité. Nous avons été à l'école. J'ai senti que on nous a donné quand même jusqu'à ce que les Blancs démentent ce que le ministre des Affaires étrangères a dit concernant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, qui doit en réalité être Aboubacar Mansa, jusqu'à ce que les Africains attendent que le Vasco de Gama découvre notre Congo pour nous. Je lui tire chapeau, que ce n'est pas facile de dire la vérité là où il est allé, mais il a fait une affirmation intellectuelle et nous sommes fiers en tant que Togolais d'avoir dit la vérité par l'intermédiaire de notre ministre au Blanc. Merci beaucoup à vous, bon enfant. Agbovi, vous êtes syndicaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est bon. Eric Johnson, vos mots de fin. Alors, je pense que nous sommes en train d'aller vers quelque chose que je ne dirais pas, d'aller vers l'inconnu. Mais il y a ces élections sénatoriales qui vont nous permettre d'avoir d'autres personnalités au sein de notre Parlement. Nous avons l'habitude de voir les mêmes à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a d'autres personnalités qui vont s'y ajouter pour former la Chambre haute. Et je crois que ici, il faut montrer quand même que nous sommes de nouvelles personnes arrivées et nous devons montrer que nous avons envie que notre pays se développe, que notre pays aille vers l'émergence. Et tout dépend de la façon dont nous allons travailler là-bas. Et donc, il faudrait que ceux qui se présenteront comme candidats et qui seront élus pour le Sénat soient des gens véritablement en qui le peuple peut faire confiance pour que notre pays puisse sortir de son état de léthargie. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Komlagan Messi à la réalisation et à Prudence Makoui à la diffusion. Merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé de toutes les présentations de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.